Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Nous poursuivons ce soir notre série consacrée à la guerre économique et nous allons parler des États-Unis d'Amérique, leur omniprésence sur la scène internationale, notamment à travers la guerre économique. Et pour ce faire, comme c'est le cas tous les soirs, nous avons plusieurs invités sur ce plateau et je vais commencer par ma gauche en accueillant un confrère du quotidien Le Jour qui est un quotidien camerounais, Yannick Assomon-Negdem. Bonsoir. Bonsoir Jules. Merci d'avoir accepté notre invitation à nouveau. Le plaisir pour moi. Alors Le Jour, c'est un quotidien camerounais, j'en parlais, on profite pour en parler un peu. C'est un quotidien qui a pris fait et cause pour un combat au Cameroun. On vous accuse d'avoir un parti pris, d'avoir une certaine façon de traiter l'information. Qu'est-ce que vous répondez à ça? S'il y a un parti pris, c'est celui de la défense des libertés. La défense des libertés politiques, la défense des libertés d'opinion, la défense des libertés individuelles tout court. Il est inadmissible que 29 ans après les lois de 90 sur les libertés d'opinion, les libertés d'association, les libertés de presse, qu'on en soit encore à embastiller des Camerounais, tout simplement parce qu'ils ont fait une marche pour dénoncer des dérives managériales qui sont connues par tous. C'est le droit le plus fondamental d'un citoyen que de pouvoir dire « nous ne sommes pas contents » vis-à-vis de nos gouvernants face à leurs échecs. C'est aussi ça la citoyenneté. Le citoyen, c'est celui-là qui peut à un moment donné demander des comptes aux dirigeants. Donc c'est un parti pris assumé Oui. pour la liberté. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur ce plateau. J'accueille en face de vous un de nos consultants permanents dans cette émission, qui est également un confrère, qui travaille pour l'agence Ecofin, qui est un grand magazine spécialisé dans la finance. Il s'appelle Idriss Lynch. Idriss, bonsoir. Bonsoir Jules. Vous êtes l'un des visages les plus familiers de cette émission. Vous êtes peut-être même parfois plus présent que moi-même. Je pense que c'est un concours de circonstances. J'aurais bien voulu connaître... Non, c'est un concours de compétences. Ou de compétences. Mais je ne dirais pas compétences, je dirais circonstances, parce que je crois que derrière le petit écran, il y a beaucoup d'Africains qui sont certainement bien plus intelligents que nous tous ici réunis, mais qui peut-être n'ont pas l'opportunité d'exprimer leur point de vue. C'est l'occasion de dire que l'Intelligence du Monde, ce n'est pas une émission de Vox Africa, de Jules Domché, d'Idriss Lynch, d'Yannick. C'est l'émission des peuples africains et qu'ils ne doivent pas hésiter. Et on profite à leur lancer un appel. Ils peuvent nous contacter, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Voilà. Si vous souhaitez participer à nos émissions, c'est totalement ouvert. Voilà. Nous voulons des Africains qui ont une pensée différente, qui veulent voir l'Afrique se transformer et surtout qui font des choses dans ce sens-là. Et c'est exactement ça le message de l'agence Ecofin qui a atterri sur ce segment d'information en disant aux Africains, c'est vrai qu'il y a la guerre chez vous, mais c'est aussi vrai qu'il y a des opportunités économiques pour qui sait voir. Et on travaille à cela et je suis là dans ce cadre-là strictement. Merci en tout cas d'être à nouveau au rendez-vous ce soir. J'accueille notre troisième invité, c'est le professeur Bounou Fouda, qui est maître de conférence à l'Université de Yaoundé 2, qui est l'une des plus grandes universités dans la zone CEMAC, et qui est également le chef de la section de recherche à l'Institut des relations internationales du Cameroun, en abrégé Eric. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est la première fois sur nos plateaux? C'est la deuxième fois. La deuxième fois, ça veut dire que la première fois, c'était sans doute pas avec moi. Parce que je suis un élève très indiscipliné, un étudiant qui n'est pas souvent au cours. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là ce soir pour échanger avec nous sur ce thème ô combien important. Si vous permettez, on marque un arrêt et on revient ouvrir la discussion sur le sujet du jour, à savoir l'omniprésence des États-Unis sur la scène internationale à travers la guerre économique. Et je rappelle que cette série consacrée à la guerre économique est conduite sous la houlette du livre qu'a publié notre ami et consultant de cette émission, le docteur Maurice Simodjom, intitulé « La guerre économique ». À tout de suite. De retour, madame, monsieur, sur le plateau de l'Intelligence du Monde. Alors, je vais commencer par le professeur Bounou Fouda. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est vrai de parler de l'omniprésence des États-Unis aujourd'hui sur la scène internationale à travers la guerre économique, quand on sait que de plus en plus,
les analyses nous poussent vers ce qu'on appelle la multipolarité. Alors, ça peut être une tautologie, tout simplement parce que lorsqu'on analyse le concept de guerre économique, on se rend compte que le concept de guerre économique signifie tout simplement une stratégie adoptée par un État afin d'exprimer sa puissance sur la scène internationale. Mais si on donne cette définition, on n'est pas allé au bout de la compréhension du concept de guerre économique. Le concept de guerre économique introduit un autre paramètre très important, c'est l'affirmation de la puissance en vue de modifier les rapports entre États pour le désir de puissance économique du pays. Et là, du coup, vous comprenez toute l'importance des États-Unis dans ce concept. Alors, l'omniprésence aujourd'hui, je dis non, parce que les États-Unis, depuis 1945, les États-Unis ont fait de la guerre économique leur cheval de bataille. Alors, à l'époque, on pourrait appeler ça l'impérialisme, mais c'est plus tout simplement les concepts ont changé, et ce qui fait que les États-Unis poursuivent leur logique, leur désir d'affirmation de leur puissance sur la scène internationale. D'accord. Alors, Idriss Lynch, pour faire la guerre économique, on l'a vu lors des émissions précédentes, il faut des instruments. Et ces instruments sont nombreux. Je voudrais effectivement qu'on aborde cette question des instruments. Quels sont, selon vous, les instruments qui permettent aux États-Unis de mener cette guerre économique? Parce que vous nous avez dit au long des semaines écoulées que la guerre économique a ses armes, et ses armes spécifiques. Oui, déjà, il faut revenir à ce que l'auteur lui-même, d'ailleurs, a brillamment exposé dans son livre. Ça aurait été bien qu'il soit là pour mieux nous expliquer sa pensée. L'auteur est revenu abondamment sur la compétence judiciaire extraterritoriale qui est aujourd'hui considérée comme l'une des armes utilisées par la puissance américaine pour se déployer sur le plan de la guerre économique. Mais peut-être développer un peu sur ce concept oui, de l'extraterritorialité du droit américain. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous êtes mieux placé pour savoir qu'on est regardé par tout type de personnes. Ouais, c'est vrai. Quand vous êtes dans le savant, ouais. on peut pas être certain de notre non, Qu'est-ce qu'on met dans ce concept d'extraterritorialité des États-Unis du droit américain? D'accord. Pour dire simple, c'est la compétence des tribunaux et certaines institutions de régulation américaines pour connaître des dossiers qui se sont passés sur d'autres régions du monde et apporter des sanctions, soit pécuniaires, soit privatives de liberté. Je voulais développer en disant que l'auteur a insisté sur le poids de la justice américaine et en disant oui, il a raison. Parce que quand vous allez sur le site du Department of Justice des États-Unis, qui est le ministère de la justice américaine, et que vous tapez dans l'encadré des recherches Africa, vous avez pratiquement 7165 résultats de recherche. Donc, c'est donc vous dire, je ne suis pas sûr que si on tape le mot Amérique sur le site du ministère de la Justice de la Côte d'Ivoire, je parle des pays africains structurés, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, bon, parlons aussi du Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on verra là-dedans beaucoup d'affaires qui concernent des entreprises américaines. Donc, vous voyez un peu déjà cette disparité entre les deux. C'est-à-dire, pour nous résumer, les Américains ont leurs droits, mais qu'ils imposent au reste du monde. Mais il faut comprendre très bien qu'au départ, ce n'était pas forcément pour l'imposer au reste du monde. Lorsqu'ils ont pris ce qu'ils appellent la loi pour la lutte anticorruption à l'étranger, c'est parce qu'ils voulaient maintenir un cadre de compétition saine entre toutes les entreprises qui utilisent des instruments américains. Et on en vient donc au deuxième instrument, la monnaie. Les Américains aujourd'hui vous disent, si vous avez fait une transaction et que vous avez utilisé le dollar, vous êtes obligé de respecter les règles américaines en matière de non-corruption, de transparence, bref, toutes les règles qui entourent l'éthique et la déontologie ou la légalité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la capacité qu'ont les institutions de régulation américaines de pouvoir imposer un type de comportement aux entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers américains, la SEC, par exemple, la SEC Security and Exchange Commission. Elles vous disent, si vous êtes coté sur le marché américain, voici les règles que vous devez respecter. Une autre arme aussi, c'est l'arme des agences de notation. Elles sont indépendantes. Voilà. Mais malheureusement ou heureusement, elles ont aujourd'hui, par exemple, sur des pays émergents, dont beaucoup de pays africains, elles ont pris des positions pessimistiques qui font en sorte que pour venir en Afrique, on en demande toujours plus
à un continent qui est pourtant faible. On vous dira que vous êtes B, vous êtes B-, alors que les États-Unis, eux, sont AA+, parfois, c'est-à-dire ils sont au top de chez top. Et donc, c'est logique que tout le monde veuille aller là où il y a la sécurité et fuir là où il y a à peu près l'insécurité. Et je rappelle que c'est une aberration parce que l'Afrique n'a jamais causé des crises financières internationales. Les Américains en ont causé 3 ou 4 au cours des 50 dernières années. Et une dernière arme qu'on ne doit pas négliger, c'est l'arme culturelle. Vous savez, avec le cinéma, les Américains se sont présentés comme soit les sauveurs du monde, soit les faiseurs de justice, soit les champions de la compétence. Vous savez, je voyais mal comment quelqu'un pouvait critiquer les soldats américains lorsqu'on avait fini de voir Rambo, Portée disparue. C'était des gars très forts, imbattables, qui ont dérivé du simple cinéma, du simple jeu, pour venir à la publicité et qui sont aujourd'hui des égéries des grandes marques commerciales. Et évidemment, lorsque vous voyez une marque, je prends le cas, c'est une marque de cigarettes où la figure de proue, c'est John Wayne, qui est le héros des westerns, qui, je suis sûr, ne sait pas tirer forcément une balle de pistolet. Vous avez tous envie de fumer parce que vous vous dites que votre héros est en train de fumer. Donc les Américains, c'est un savant mélange, aussi bien de privé, d'institutionnel, de légal, que de maillage entre tous ces éléments qui font de l'Amérique une puissance économique. Merci beaucoup, Christine. Je voudrais écouter Yannick Assomon-Ekdem sur la question de l'extraterritorialité. J'aimerais quand même qu'on ne passe pas là-dessus parce que je voudrais aussi avoir l'avis du professeur Bounou Fouda sur la question. Ce qui est important de noter ici, ça veut dire qu'on sait que chaque société, en principe, a son droit. Ça veut dire que, mais les Américains, dans leur puissance, arrivent, et c'est ça qui est impressionnant, à faire sortir le droit américain de leur territoire pour les imposer sur d'autres espaces. Comment est-ce que cela est possible? Idriss a parlé tout à l'heure j'ai envie de dire, du côté angélique du dispositif. On veut promouvoir une éthique dans le commerce international, on veut promouvoir le libre-échangisme. Ça, c'est le vraiment libre-échange, parce le que l'échangisme, ça renvoie totalement à autre chose. Pardon, le libre-échange. Le libre-échange. Et donc, voilà donc ce côté angélique. Mais derrière, il y a toute une autre logique. Il y a toute une autre logique, notamment sur les questions du droit américain qui finalement est appliqué sur l'ensemble de la planète. Et les prétextes n'ont pas manqué. Les États-Unis ont utilisé le prétexte de la lutte contre la corruption. On se souvient que lorsqu'en 1996, l'une des principales lois qui permet de lutter, d'imposer des embargos à certains pays, c'est à la suite d'un certain nombre d'attentats que les États-Unis ont subis à travers le monde. On a eu le Yémen, on a eu Karachi, on a eu le point culminant du World Trade Center. Et donc, les États-Unis ont développé le concept d'État voyou. Mais sauf que derrière ce concept d'État voyou, il y a eu comme une mise au pas de l'ensemble des acteurs, notamment économiques, sur la scène internationale, parce qu'il vous est interdit, par exemple, de faire du commerce avec un État lorsque celui-ci est sous embargo imposé par les États-Unis. Je prendrai le cas de l'Iran, je prendrai le cas de l'Irak, je prendrai le cas de la Libye, je prendrai le cas de la Birmanie et d'autres pays comme ça. Il y a eu le prétexte de la lutte contre la corruption. Évidemment, au début, lorsqu'en 1977, il y a une loi au niveau des États-Unis pour imposer une certaine éthique aux entreprises américaines, c'est pour une saine concurrence. Mais on s'est bien rendu compte que la guerre froide s'achevant, les États-Unis ont complètement changé de paradigme et donc ils ont compris qu'aujourd'hui, la grande compétition, la grande guerre, elle est économique et ce sont ces instruments-là qui sont aujourd'hui mobilisés contre des acteurs économiques parce que, évidemment, les entreprises américaines sont déjà rodées pour la plupart à ces mécanismes-là. Pas qu'elles n'ont pas de casserole à cacher, peut-être qu'elles savent mieux les cacher que les autres, parce que c'est un dispositif auquel... Ils ont l'habitude, parce que la rigueur interne a imposé une certaine façon de faire aux entreprises et aux multinationales américaines. Et donc, vous allez voir, par exemple, il y a un cas célèbre qui est dans le livre du docteur Maurice Simodjom. C'est le cas Alstom.
Et une General entreprise, Electric, et ouais. General Electric, une entreprise française, fleuron de l'industrie française, qui finalement tombe sous le giron de sa principale rivale, qui est General Electric. Tout est parti d'une affaire de pot de vin dans un marché qui s'est déroulé en dehors des États-Unis, tout simplement. Mais les enquêtes sur les pots de vin ont permis à l'administration américaine de se saisir de ce dossier-là. Et de condamner Alstom. De condamner Alstom, mais l'objectif n'étant pas seulement de condamner Alstom, par la mais suite, d'affaiblir l'entreprise Et de faire acheter et Alstom de faire par General Electric. racheter Alstom par General Electric. Et on a pris tout à l'heure l'exemple des instituts de notation. Il y a une On va instrumentalisation. peut-être en quand même parler. derrière. Je voudrais quand même Oui, qu'on c'est- reste c'est- un c'est peu peut-être sur le côté, oui, l'extraterritorialité. le côté pas toujours angélique que je voudrais mettre. On va revenir sur les oui. instituts, sur les agences de notation. Je voudrais qu'on sorte avec le professeur Bruno Fouda sur la question d'extraterritorialité. Vous qui enseignez les relations internationales, enfin, du peu que nous on connaisse, c'est que chaque pays a son droit et quand on veut faire un droit commun à tous, il faut passer par des conventions internationales, des traités, etc. Et même quand c'est fait, il faudrait que les États acceptent de les ratifier. Comment on arrive à ce qu'une loi américaine sanctionne une entreprise française à ce point? Alors, sans être juriste, je pense que vous devez savoir, c'est que le droit est un art fondé sur la puissance. Alors, vous avez parlé de compétences extraterritoriales. Moi, je parlerai de compétences élargies. Parce que lorsqu'on parle de compétences extraterritoriales, je comprends bien. Parce que ça revient sur le droit international, ça renvoie à autre chose. Par exemple, le traité de Shenzhen de 1881 qui parle de traité extraterritorialité, qui veut dire que le droit national ne s'applique pas sur les représentations internationales. Et je veux parler de compétences élargies parce que ce n'est pas l'exclusivité des États-Unis. La Belgique a si vous avez appelé compétence extraterritoriale, a une compétence élargie sur un certain nombre de domaines. Mais la Belgique n'a pas une puissance aussi forte que les États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis arrivent à imposer leur propre loi, parce que les États-Unis se disent, si vous utilisez le dollar, alors vous devez respecter un ensemble de normes prescrites par le gouvernement américain. Sinon, vous n'utilisez pas le dollar. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le dollar. Mais on vous dit, si vous utilisez le dollar, alors vous devez respecter un ensemble de lois. C'est vrai, on va voir cela comme étant une disposition qui vise à réguler le droit international, à réguler les échanges internationaux. Mais c'est un désir d'affirmation de la puissance. Alors, vous avez dit tantôt, alors, si je peux embrayer, sauf si on en parlera plus tard. Allez-y. Vous avez parlé des agences de notation. Oui, dans une certaine mesure, les agences de notation peuvent être instrumentalisées. Mais il n'y a pas que les agences de notation aux États-Unis. Il y a des agences de notation en France, il y a des agences de notation au Royaume-Uni, bien sûr. et même en Afrique. Ouais. L'Afrique, la Côte d'Ivoire a déjà une agence de notation. Donc le problème n'est pas l'agence de notation. Le problème est véritablement la réalité économique. Parce que lorsque on arrive à édicter, à dire, bon là, le Cameroun est classé B+, l'agence de notation peut-être ivoirienne classe Cameroun B+, quelle est la réalité? Parce qu'au bout du compte, c'est la réalité. Est-ce que la réalité renvoie à un ensemble de comportements dignes de gestion d'une économie, ou alors la réalité est tout autre? Donc il faut faire un peu attention à l'instrumentalisation, qui est réelle. Je suis d'accord que les agences de notation peuvent être instrumentalisées. Ouais. Mais les agences de notation ne peuvent pas constituer un outil permanent de guerre économique. Ce d'autant plus que du point de vue théorique, il y a les outils du point de vue économique et les outils théoriques de la guerre économique. Il y a le lobbying. Le lobbying, il y a, par exemple, puisqu'on parle des États-Unis, il y a le cabinet Carlyle qui exerce le lobbying, qui exerce une forme d'influence sur les gouvernants pour modifier leur comportement, mais pour modifier leur comportement pour leurs propres intérêts. Et peut-être derrière, les intérêts des Américains. Un vice-président américain, Dick Cheney, a été le président de Carlyle. Donc vous pouvez comprendre le lien qui peut exister entre le gouvernement américain et ses agences de notation. Et un deuxième point,
les ONG. Les ONG peuvent également être un outil, ou sont un outil, de la guerre économique. Vous avez, puisqu'on parle des États-Unis, vous avez un organisme, une ONG comme Plan International, qui est financé par, on peut rallonger la chaîne de financement, mais au bout du compte, vous voyez que ceux qui financent ces organisations ont parfois des liens avec le gouvernement américain. Vous avez le journaliste de Ecofin, je crois, c'est ça, Ecofin, oui, a parlé de l'influence socio-économique. Je ne vais pas revenir dessus. Oui, l'influence socio-économique est un levier de la guerre économique. Et puis, vous avez l'élément central de la guerre économique, c'est l'information. L'élément central de la guerre économique, c'est l'information. Vous avez l'information blanche à travers la diffusion CNN, NBC, Fox News. Et puis vous avez l'information grise et l'information noire. Bon, l'information grise, déjà, c'est à travers les dépôts des brevets. Pendant très longtemps, les États-Unis ont été le premier pays à déposer des brevets sur le plan. Avant de se faire rattraper par la Chine. Donc, après, il y a l'information noire. L'information noire qui est essentiellement recueillie à travers les agences de renseignement. Et vous imaginez, les États-Unis, en 2017, pour les agences de renseignement, ont mis 73 milliards de dollars en 2017 et en 2018, une augmentation de pratiquement 11%, 81 milliards, 82 milliards de dollars. C'est pratiquement 10 fois le budget du Cameroun, uniquement pour les agents de renseignement, NSA, NSO, NGA ou la CIA. Mais c'est un pays continent aussi. Donc, oui, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que les États-Unis sont le terrain d'expression de la guerre économique. Alors, Idriss Lynch, on reste sur les agences de notation parce que le professeur nous a permis de faire cette transition. On remarque quand même que ces agences de notation, elles ont une façon assez particulière aussi d'attribuer leurs notes. Et on voit bien que c'est plus ou moins orienté. Je n'utiliserai pas le terme orienté parce que je travaille aussi beaucoup avec elle. Mais là, le professeur, il a très bien fait de le dire. Je crois que si je peux me permettre de vous résumer, moi je ne suis pas professeur, c'est qu'il a voulu montrer qu'il n'y a pas une ligne blanche entre institutionnel, c'est-à-dire que l'institutionnel pratique au service de l'éthique, la déontologie et la loi, et l'utilisation des acquis de cet institutionnel au profit de la guerre économique. Les agences de notation ont un ensemble de règles qui sont fixées par un type de pensée dont le gros est développé par des prix Nobel économiques américains, un peu britanniques et quelques-uns français. C'est-à-dire que si votre économie ne respecte pas un certain nombre de canons, on vous dira par exemple que le ratio d'endettement du Cameroun, dette extérieure, revenu extérieur, est de 70%. Ça veut dire que le Cameroun ne peut pas tenir sur le plan économique, alors que peut-être que sur le plan purement absolu, la dette du Cameroun, la dette du Congo, la dette de la Côte d'Ivoire n'atteint même pas le 1/3, enfin le 1/100e de la dette du Japon ou des États-Unis. Vous voyez, parce que la dette, par exemple, mondiale était de 138 000 milliards de dollars fin 2018. L'Afrique représentait à peine 5 à 6%. Et pourtant, on donne toujours l'impression que là où la dette est le plus un problème, c'est en Afrique. Il y a aussi l'information. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, professeur, parce que, et c'est souvent là où c'est difficile à comprendre, Jules, parce que vous ne savez pas pour qui roule, parce que les agences de notation s'appuient sur l'information, ne l'oubliez pas. Alors, l'information est produite parfois par des gens dont vous n'êtes pas très, très sûr de l'indépendance. Par exemple, McKinsey. McKinsey a des analyses froides où il vous démontre clairement que la sérénité américaine n'est pas justifiée. Parce que, par exemple, la dette des entreprises dépasse pratiquement le montant de cash, parce que vous savez, on rembourse la dette avec le cash. Mais il vous dit que la dette des entreprises américaines a besoin pratiquement de 2,3 fois de cash par rapport au stock de cash existant actuellement. Ça veut dire, par exemple, que si vous avez une dette de 400, vous devez disposer d'un cash de 400 pour rembourser. Mais la dette des États-Unis a atteint le stade où elle est à 400 et les entreprises américaines n'ont que 100 de cash à l'horizon peut-être 2030. Et ça, c'est McKinsey qui le dit. Et
vous vous demandez comment McKinsey parvient à donner ce type d'informations et que ça n'attire pas l'alerte des agences de notation. Et ça, nous l'avons su quand on a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas vu que tout le système américain allait s'effondrer en 2008. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte de ça? Pourquoi est-ce que les agences de notation n'avaient pas signalé? Parce que les Américains sont restés très bien notés. C'est parce qu'il y a eu une guerre de l'information. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un mix. Et puis, je vais peut-être ajouter autre chose. Pour dire à Yannick, il faut... C'est difficile d'être tranché, je comprends ton sentiment. Les Africains sont généralement très, très contre les pays occidentaux. Mais il y a des cas qui font réfléchir. Je prends un cas très récent. Vous savez, le Mozambique a caché sa dette de près de 2 milliards de dollars. Et comme c'était le dollar, le département de la justice américaine a donc enquêté sur des fraudes. Je dis c'est une affaire de 2018-2019 relative à une dette masquée en dollars américains. Cela a fait l'objet d'un procès, d'une prosecution. En français, c'est procédure judiciaire de pratiquement 2 ans avec 681 pages de rapports. Mais vous imaginez quand les Américains enquêtent, ils fouillent jusqu'à savoir qui était le mari de votre arrière-arrière-grand-mère, quoi. Et l'un des juges qui a suivi le dossier a été recruté comme conseiller chez ExxonMobil, qui est actuellement en train de se préparer à lancer un processus d'exploitation du gaz au Mozambique, en concurrence avec le groupe français Total. Est-ce que le juge américain qui a été recruté va garder, et c'est là l'information grise, et l'information même noire, est-ce que le juge va garder l'étanchéité qu'il y a entre anciens juges et nouveaux conseillers de ExxonMobil, ou est-ce que le juge, de temps en temps, va utiliser l'expertise pour mieux se déployer au Mozambique, où ils ont pratiquement aujourd'hui toutes les informations névralgiques. Donc, je crois qu'il y a une réelle volonté des États-Unis, de certaines personnes, des individus, de travailler sur le plan institutionnel, mais la frontière ne peut pas être totalement établie. Forcément, il y a des passerelles, et je crois que le monde doit être vigilant de ces passerelles et parfois demander aussi des comptes aux Américains. Alors, Yannick Assom-Momekdem avait envie absolument de parler des agences de notation. Non, le détail que je voulais mettre en avant sur les agences de notation, et Idriss l'a dit, peut-être je ne le dirais pas avec les mêmes mots, mais je dirais les critères. Tout est à la base, tout est à ce niveau-là. C'est ça. Les critères. Vous pouvez prendre des critères qui correspondent à une réalité chez vous, mais qui ne correspondent forcément pas à la réalité qui est la nôtre. Et donc, nous serons mal notés. Je vais prendre un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec la notation. Lorsqu'on dit on vit sous le seuil de la pauvreté, parce qu'on vit avec moins d'$1. On est passé depuis à un moment donné à moins de $2. Tout cela. Lorsqu'on met tout ça en jeu, est-ce qu'on prend en compte le paysan qui vit et dont le produit de son existence n'est pas forcément comptabilisé? Et ils sont 40% de la Je prends un exemple. Africaine, Quand quelqu'un chasse son rat, quand quelqu'un a chassé son hérisson, qui coûte forcément très cher sur le marché, et qu'il mange avec son régime de plantain qu'il a pris derrière sa case, vous dites ensuite qu'il vit avec moins d'$1, moins de $2, moins de $5, je ne pense pas. Pour revenir au cas des inondations, tout est dans les critères. Et donc, certains pays peuvent être à un moment donné mal classés et même condamnés à être mal classés parce que les référentiels de notation ne correspondent pas forcément à leur réalité économique. C'était à ce niveau-là. Et je dis, ce sont ces critères-là qui très souvent sont instrumentalisés dans la guerre économique. Parce que le plus important dans la guerre économique, c'est que les États interviennent, et les États n'interviennent pas pour les beaux yeux des acteurs. Les États interviennent pour gagner en puissance, pour gagner pour gagner parce que leurs entreprises doivent être compétitives, parce qu'il faut préserver des emplois, parce que. Donc, on ne peut pas ignorer cela. Ça, c'était sur les agences de notation. Mais ce que je voulais dire fondamentalement, à la suite du professeur et à la suite d'Idriss, sur l'information, c'est quand même cette capacité des institutions de renseignement américaines qui ont su faire leur aggiornamento. Ça, il faut le leur reconnaître.
au sortir de la guerre froide, on a vu que beaucoup de ces agences secrets ne sont pas restés simplement sur le renseignement politique. Elles sont allées, elles se sont investies sur le plan économique et donc il y a toutes ces données-là qui forcément servent dans l'environnement économique. Lorsque le FBI vous parle de lutte contre le terrorisme et ensuite vous parle également de lutte contre la corruption, parce que le FBI c'est son deuxième volet après l'antiterrorisme. Mais la lutte contre la corruption oui, permet à ces entreprises, aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre, de fragiliser un certain nombre d'entreprises au profit des leurs. Des entreprises américaines. Au profit des leurs. C'est ce qu'on... Merci beaucoup. Nous allons, avec votre permission, marquer la première pause de cette émission et nous revenons. Nous allons parler d'autres instruments, notamment la monnaie. Il y a certainement beaucoup de choses à redire là-dessus. Nous revenons dans un instant. Ne bougez pas, madame, monsieur. À tout de suite. Nous sommes de retour, madame, monsieur, sur le plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes en train d'analyser les différents moyens, les différents instruments, si vous préférez, que les États-Unis utilisent sur la scène internationale pour mener leur politique internationale de manière générale à travers un concept qui est la guerre économique. Et comme on l'a vu, la guerre économique, c'est une guerre qui existe, qui est prégnante, qui est importante, mais il ne faut jamais dire qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver des habillages qui sont mieux à l'oreille, la diplomatie, la coopération, la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme. Et voilà. Alors, j'ai envie qu'on parle, Idriss Lynch, d'un instrument fort dans cette guerre économique, c'est la monnaie. Ouais. Le dollar est une monnaie aujourd'hui encore incontournable. 80% des transactions dans le monde sont payées en dollars. 85% des compensations, parce que vous savez, lorsque le Cameroun vend son pétrole, je ne sais pas moi, à l'Inde, l'Inde donne un ordre de payer. C'est une maison de compensation, un CDS, qui paye. L'argent n'est pas encore disponible forcément pour le Cameroun, mais le CDS paye. Et la petite dette qui traîne entre-temps là est adossée sur les actifs en dollars. Donc 80%, 85% des actifs de règlements internationaux. Oui, le dollar est devenu une monnaie extrêmement forte. Pas devenu, ça a toujours été le cas. Le dollar a toujours été un peu la monnaie commerciale par excellence. On va revenir, est devenu au fil du temps, grâce à une grosse tromperie de l'époque de Nixon. Parce que précédemment, la monnaie, il faut très bien, vous savez, si vous avez l'occasion de voir le dollar américain est devenu un instrument de dette et non plus un instrument d'actif. Qu'est-ce qui justifiait la création monétaire? J'avais attrapé mon rat, j'avais grossé mon plantain, j'avais produit mon cacao, j'avais produit un livre, je suis professeur, et on évaluait ce que ça vaut en argent, on créait la quantité de monnaie en rapport à cette productivité. Et à l'époque, à un certain moment de l'histoire, la monnaie est devenue adossée sur la quantité d'or dont disposaient les pays. À un moment, les Américains avaient effectivement beaucoup d'or. Je ne vous fais pas revenir sur toute l'histoire de l'or américain, la ruée vers l'ouest et tout le reste. Mais après la guerre mondiale, les Américains se rendent très bien compte qu'en termes de stock d'or, ils ne sont plus les premiers. Et que peut-être que les premiers sont en Europe, notamment en Suisse. Parce qu'il y a tout un documentaire que j'inviterai les gens à suivre, c'est celui du mystère de l'or des nazis. Vous savez, la grande quantité d'or qui a disparu pendant après la Deuxième Guerre mondiale et dont on ne sait pas où elle a été cachée. On soupçonne qu'elle a été cachée en Suisse. Alors les Américains se rendent compte que, tiens, si pour créer chaque billet de dollar, il faut qu'on adosse ça sur l'or, et que nous, on n'est pas sûr d'avoir la plus grande quantité d'or, peut-être qu'on est en train de courir un risque très important. Ils ont donc déconnecté le dollar de l'or et ils ont dit que désormais, on peut émettre du dollar, non plus comme une monnaie adossée à un actif,
mais comme une monnaie adossée à un actif prévisionnel. C'est pour ça que le dollar devient un bond note. En fait, quand vous avez un dollar, vous n'êtes pas riche, vous avez juste un papier de dette qui dit que celui qui vous a donné ça, il doit vous donner quelque chose en compensation et ne vous l'a pas donné. Ouais. Sauf qu'au fil du temps, on prend le dollar, on partage à gauche à droite. Donc, les Américains, ayant cette monnaie, ayant entamé l'impérialisme, ont imposé, exactement comme à l'époque romaine, lorsque Jules César attaquait les peuples, imposait les pièces de César et vous demandez après de payer l'impôt avec les pièces qu'il vous a remis. C'est exactement ce que les Américains ont fait. Et à partir de ce moment, puisque tout le monde avait besoin d'eux, notamment le Japon complètement, et ils étaient très contents, les Américains, de plonger dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont dévasté tout le monde. Vous savez, et après, grâce au plan Marshall, il fallait... On soupçonne aujourd'hui que la quantité de bombes déversées sur les territoires de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale n'était pas forcément nécessaire. Mais il fallait détruire, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un territoire détruit, qu'un territoire qui est détruit pour avoir des projets de construction. Et avec quoi est-ce qu'on a construit ces territoires détruits? Avec des dollars américains. Au final, donc, les dollars américains produisaient les actifs dont l'économie mondiale avait besoin. C'est de là qu'est partie la grande arnaque. Et aujourd'hui, les Chinois essayent, mais je vous avoue que c'est très difficile. C'est difficile. Le yuan renminbi a beau être... On a beau aimer la Chine, hein, mais c'est encore compliqué. C'est l'un des secteurs qui permet... Dans tous les cas. C'est l'un des secteurs. Et je sors pour vous donner un exemple. Au Ghana, par exemple, où le président actuel est très proactif, et ils ont, avec la Banque centrale, mis en place un stock de yuan renminbi disponible pour faciliter les échanges afin d'amortir la perte de valeur du cédi, la monnaie ghanéenne. Mais personne n'a demandé, ni les opérateurs ghanéens, ni les opérateurs chinois, ni personne. Donc, les Américains, avec le dollar, ils ont réussi un très grand coup et ils peuvent dire merci à Nixon. Alors, professeur, sur la question de la monnaie, on sait que c'est un instrument fondamental. On voit tous les efforts, et c'est bien qu'Idriss en ait parlé à la fin de son propos, on voit tous les efforts que la Chine est en train de faire aujourd'hui parce qu'elle sent qu'il lui manque cet élément décisif. Parce que ce qui relativise aujourd'hui encore la toute-puissance commerciale de la Chine, c'est cet handicap imposé par le dollar. Et c'est en partie l'objet du conflit entre la Chine et les États-Unis. Idriss a très bien expliqué que l'évolution du dollar exprime évidemment l'évolution de la puissance américaine. Après 1945, le dollar était adossé au stock d'or. On pouvait changer un dollar contre, je ne sais pas, 0,73 onces d'or. Mais évidemment, voyant l'évolution du stock d'or, dès 1973, il y a eu cette déconnexion. Mais cette déconnexion en 1973 n'a véritablement pas posé problème. Parce que les biens, la production industrielle américaine était forte. Les États-Unis continuaient à alimenter à travers les multinationales le monde entier avec des biens. Mais sauf qu'à partir des années 80, là voilà entré dans la triade, parce que la triade, les États-Unis, le Japon et l'Europe, les pays d'Europe, donc entre dans la triade qui ne vient plus triade, la Chine. Et la Chine devient l'usine du monde. Et là se pose un problème. Que fait-on avec le dollar alors que réellement derrière le dollar, il n'y a plus réellement de production? Donc du coup, le dollar se retrouve sur les marchés financiers où il y a de la fiction. Exactement. Où il y a de la fiction. Ça devient une monnaie un peu spéculative. Oui, une monnaie. Exactement. Et c'est pour ça qu'au niveau des marchés financiers, le dollar reste de plus en plus incontestable. Mais dans la réalité, on se rend compte qu'il y a une forme de contestation de la puissance du dollar par la monnaie chinoise. Par la monnaie chinoise. Et cela continuera à poser problème pour les Américains, sur le temps plus que la Chine, la puissance chinoise, la Chine devient une puissance clairement économique. Et du coup, c'est un problème aussi pour la Chine. Parce que d'un côté, le principal client des Chinois, c'est les États-Unis. Les Chinois accumulent une grosse dette, enfin, du crédit. C'est-à-dire que les Chinois empruntent beaucoup aux Américains en dollars. Ouais. Donc les Chinois se retrouvent face à une difficulté. Que faire du dollar alors que nous détenons du dollar?
Et comme, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit tantôt ou c'est toujours Idriss, ouais. en parlant de, pour un certain nombre de pays, il devient beaucoup plus intéressant de détenir le renminbi parce que vous allez faire des échanges, vous allez commercer avec la Chine. Donc, le Ghana le fait, mais le Zimbabwe, à un moment donné, l'a également fait. Donc, il faut qu'un certain nombre de pays, mais c'est difficile, compte tenu de la puissance américaine. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des lobbies, des cabinets noirs ou des cabinets blancs qui vont venir vous dire de ne surtout pas le faire. Et ils vont utiliser tous les moyens pour ne pas le faire, pour que la puissance américaine, pour que la monnaie, qui est un élément de puissance, qui est un levier important de puissance, continue à être au service de la puissance américaine. Yannick Assomonegdem, sur la question de la monnaie, je sais qu'on en parle beaucoup, de la nécessité d'avoir la monnaie. On voit que c'est un instrument qui permet effectivement de réguler de manière efficace le commerce international. Il est évident que les Américains n'achèteront qu'en dollars et ils travaillent à imposer aux autres d'acheter et de vendre en dollars. Alors, comment on fait pour sortir de cette dépendance au dollar? Parce qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, quand on écoute les chiffres qu'a avancé Idriss tout à l'heure, le monde entier, le monde commercial dépend fortement du dollar. Comment on en sort? Vous voyez que même la Chine, c'est difficile pour la Chine, d'autant plus que mais elle essaye, le dollar, elle fait beaucoup n'appartient d'efforts dans ce plus. sens. Le problème, c'est que le dollar n'appartient plus seulement aux Américains aujourd'hui. Oui, c'est très vrai. C'est ça le problème. Le dollar n'appartient plus seulement aux Américains. Et donc, tout ce qui arrive au dollar, en bien comme en mal, affecte forcément d'autres pays, les autres économies. Donc, peut-être, il faut peut-être activer d'autres leviers. Parce qu'on ne va pas faire la fixation seulement sur le dollar. La guerre économique, c'est d'autres dimensions. Et on voit bien mais la que monnaie reste importante. Moi, je pense qu'il oui. faut absolument qu'on arrive à trouver une situation au moins d'équilibre. Parce qu'avec 80% d'échanges dans le monde en dollars, ça va être difficile de faire sans les États-Unis un jour. Et le monde est pourtant amené à changer. Est-ce que l'idée est de faire sans les États-Unis? Non, pas ou alors forcément, mais simplement... de ne pas tellement dépendre des États-Unis. J'ai envie de dire aujourd'hui, les Américains, ils jouent avec le dollar comme ça les arrange, en fonction du type d'échange qu'ils veulent faire. Et c'est aussi ce qui justifie leur puissance. Oui, le professeur voulait peut-être compléter sur ça. Oui. Enfin, je vais compléter, je vais peut-être aller dans son sens pour dire, ce sont les autres pays qui doivent exprimer ce désir d'autonomisation vis-à-vis du dollar. En 1973, il n'y avait pas les leviers d'autonomisation vis-à-vis du dollar. C'est-à-dire que le dollar était partout parce que le dollar était adossé à une véritable production industrielle. Mais aujourd'hui, il y a d'abord cette déconnexion, nous l'avons dit, vis-à-vis de l'actif l'or, mais vis-à-vis même de la production industrielle. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais il faut faire quelque chose avec de l'argent. Et derrière, donc, c'est là l'importance de la Chine. C'est-à-dire, un pays les agents économiques peuvent décider aujourd'hui de ne pas détenir du dollar, de faire des échanges avec quand même la Chine. C'est-à-dire, changer de la monnaie, voire du renminbi, et aller vendre, aller acheter les produits en Chine. Sauf que, et là c'est une décision politique, il faut que, par exemple, je n'en sais rien, peut-être, je ne vais pas citer le Cameroun, peut-être le Ghana, décide de dire, bon voilà, le renminbi à cours légal, oui, c'est une possibilité. Et comme la détention du renminbi peut faire qu'un importateur ghanéen décide d'aller acheter ses produits en Chine, sans avoir besoin de traverser, de passer par le dollar. Ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué, Je vais expliquer, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne va pas s'y lancer. C'est vous qui avez une très belle citation pour justifier pourquoi il faut absolument faire les choses compliquées. C'est compliqué parce qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé, oui. De cet homme politique camerounais, ce n'est pas la mienne, qui malheureusement est détenu, ce n'est pas Kamto en tout cas, c'est Jean-Marie Tangonami Bara. Quand j'étais universitaire, je lui posais mes problèmes, c'est une entorse, et il me disait, c'est parce que tu n'as pas commencé à résoudre le problème que c'est devenu compliqué. Ce que je veux partager avec le prof, peut-être qu'il va mieux nous éclairer après, c'est que la bataille autour de Huawei nous a fait voir à quel point c'est compliqué. La Chine est peut-être devenue l'usine du monde, mais elle n'est pas la créatrice
des choses parfois qu'elle produit. C'est-à-dire pour produire un téléphone Huawei, les puces du téléphone Huawei ont besoin d'un composant qui, lui, est produit par une entreprise britannique cotée sur le marché américain. Donc, vous allez peut-être payer en yuan renminbi, mais le renminbi, lui, le producteur en yuan renminbi, il a besoin de collatéral en dollars afin de pouvoir accéder à certains intrants. Parce que, et d'ailleurs vous le savez professeur, c'est vous qui nous l'apprenez, aucune économie ne peut se développer en autarcie individuelle. On évolue toujours avec les avantages comparatifs. Or, aujourd'hui, si on analyse le stock mondial des avantages comparatifs, on se rend compte que ceux qui utilisent le dollar et leurs alliés, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, sont parvenus à un niveau de compétitivité qui fait qu'on ne peut pas les contourner dans le développement. Et ils continuent d'investir dans la recherche et le développement. Si le dollar pouvait être battu, je crois que les Russes l'auraient déjà fait. Parce que n'oubliez pas que la Chine est une jeune rivale des États-Unis lorsqu'on compare à la Russie qui, du point de vue technologique, a les mêmes compétences. Chaque production américaine a un équivalent russe. Qui n'est peut-être pas bien connu, je veux dire. Bien sûr. Qui n'est pas Parce que connu. justement, la Russie, contrairement aux États-Unis, n'ont pas mis les mêmes moyens dans la culture, dans la promotion et dans le soft power. Ils ont compris très tard. Parce que ce que je peux dire, peut-être pour embrayer un peu là-dedans, c'est que les Russes, de plus en plus, sont en train de mener du soft power économique au niveau des pays africains. On ne vend plus seulement les armes. Donc je crois effectivement, et le prof il a raison, que c'est une question de décision. Mais quand on décide, il faut qu'on évalue les conséquences sur le court terme, le moyen terme, le long terme, qu'on évalue le nombre de morts qui vont disparaître entre-temps, et après qu'on se dise, est-ce qu'on mène cette guerre maintenant, après, ou bien on ne la mène pas du tout et on essaie plutôt de transformer à notre avantage. D'accord. Yannick, on vous a un peu pris la parole. Désolé, Yannick. De manière brusque sur la question de la monnaie du dollar. Et ce que dit Idriss me permet de dire que, à mon sens, je ne pense pas que l'environnement actuel permet de s'attaquer immédiatement ou frontalement au dollar. Parce que mais les Chinois le font. Hein. Ils essayent. Les Chinois, je veux dire, eux au moins, ils ont le mérite d'être clairs. Je le dis pourquoi. Pour eux, je le dis parce que si nous sommes en guerre économique, il y a d'autres leviers qui peuvent permettre. Pour l'instant, on ne le niera pas. Les États-Unis ne sont pas seulement forts parce qu'ils ont le dollar. Non, il y a d'autres leviers. Ils ont d'autres leviers. Et donc, un budget militaire, par exemple, qui est largement supérieur à celui de la Russie et de l'Europe réunie. Le budget de la recherche également. Oui, c'est vrai. Les budgets dans le domaine de la recherche sont astronomiques. Et là, ils sont au-devant de la recherche technologique. Ils innovent plus que les autres. Absolument. Ce n'est pas un hasard que Facebook est né aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard. On a mis les moyens pour. Google n'est pas né aux États-Unis par le pur des hasards. Ce n'est pas un hasard que les plus grandes entreprises du monde soient aux États-Unis. Donc, ce que je dis, c'est que il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en jeu. Et si nous sommes dans la guerre économique, et que pour faire la guerre économique, on a même besoin des États-Unis, bien qu'on soit en compétition avec les États-Unis, l'idée n'est pas d'éjecter les États-Unis du jeu. Mais de transformer. Non, ça n'a jamais été l'idée. Voilà. L'idée, effectivement, c'est de faire ce que le docteur Simodio m'appelle dans son livre La compétition. La compétition, justement. Il faut continuer à coopérer avec les États-Unis, mais en restant en compétition avec eux. Moi, je suis peut-être un peu sensible à tout ce qui est monopole. Et le monopole qu'offre le dollar aux États-Unis me semble dérangeant. Il est indispensable pour l'équilibre du monde qui émerge rapidement dans les 5, les 10 prochaines années de nouvelles monnaies d'échange. Ça peut être la monnaie chinoise, la monnaie européenne ou pourquoi pas la future monnaie unique de l'Afrique. Qu'on arrive, ça vous fait rire. Jules, les monnaies émergeront, résisteront et peut-être battront même le dollar en fonction des modifications de la réalité économique sur divers leviers. On a vu que l'euro, par exemple, s'est cantonné à rester une monnaie communautaire. Bon, je pense si je peux ajouter quelque chose à ce que Yannick dit, c'est que
cet équilibre est déjà en train d'être rompu. C'est discret, c'est d'ailleurs la guerre économique, mais c'est en train d'être rompu parce que à une époque, et il a très bien fait de le dire, notre professeur, le dollar américain s'est imposé en raison de la productivité des États-Unis. Mais du moment où les États-Unis ne sont plus le principal pôle de productivité économique, que nous avons des pôles comme par exemple le Brésil, qui fabrique aujourd'hui presque tout, y compris des avions. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que le Brésil n'a besoin du dollar aujourd'hui que parce qu'il a encore un important volume de dettes qu'il doit rembourser en dollars. Sinon, le Brésil serait passé à sa monnaie et l'aurait imposé même aux Américains. Ouais. Parce que tout le métro de New York, par exemple, est bâti dans des industries au Brésil. Donc c'est cette modification de la réalité économique, oui, des pôles de production alternatifs qui va atteindre un stade où... parce qu'une fois que vous produisez et que vous n'avez plus besoin de la production ou de l'outil de production américain, vous pouvez vous passer d'échanger vos biens et services avec la monnaie américaine. Parce que n'oubliez pas que la monnaie est simplement un instrument des échanges de réserves, évidemment. J'ai eu la chance l'année dernière, j'avais été invité par Citigroup, les Américains, à aller visiter les États-Unis dans le cadre d'un programme. Et je suis allé à la Réserve fédérale de New York et nous avons discuté. D'ailleurs, c'est impressionnant de savoir que cette Réserve fédérale a autour de 7 000 milliards de dollars, non, 7,1 milliards de dollars, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais ils ont un montant de dollars, mais que seulement 10 à 15% appartiennent aux Américains, le reste à des étrangers. Donc vous voyez que le dollar n'est plus seulement détenu par les économies américaines, mais aussi par beaucoup d'investisseurs et d'acteurs économiques étrangers. La deuxième chose, je lui ai dit, mais est-ce que vous réalisez chez vous, ici à la Réserve fédérale, que lorsque vous décidez d'augmenter ou de baisser les taux, l'incidence est parfois catastrophique sur de nombreux pays africains. Par exemple, dès que vous levez le taux, vous obligez ces pays à augmenter la quantité d'argent en monnaie locale qu'ils doivent mobiliser pour vous rembourser la dette qui est due en dollars. Le gars m'a donné une réponse quand même assez inquiétante. Il m'a dit, probablement il y a ce genre d'implication, ça c'est sûr, mais nous, quand nous arbitrons, nous nous assurons que les intérêts des Américains et des entreprises américaines sont les plus pris en compte. Et quand l'Amérique sent que pour que sa stabilité persiste, elle doit t'aider, l'Amérique est prête à t'aider. C'est pour ça que dans le cadre de la crise de 2008, les Américains ayant vendu beaucoup de créances toxiques à des institutions financières non américaines, ont soutenu certaines banques centrales des pays de ces institutions. Mais comme les Africains n'étaient pas tellement impliqués, ils n'en ont pas bénéficié. Donc, effectivement, l'Afrique, nous parlons de l'Afrique et peut-être nos professeurs doivent prendre le courage, même si on trouve qu'ils sont fous au départ, de poser les jalons de cette bataille. Peut-être, on en parlera une autre fois, la Libra, les bitcoins et toutes ces choses qui se développent actuellement sont peut-être pour nous des voies. Et l'indice monétaire africain dont tu as parlé l'autre jour sont peut-être des alternatives à explorer. Parce qu'on parle, et puis ça va nous permettre de faire la transition. En plus, on n'a pas besoin du dollar pour manger du rat. Voilà, ça nous permet de faire la transition. Nous allons marquer la deuxième pause et nous revenons pour la troisième et dernière partie de cette émission où nous allons parler effectivement de la place de l'Afrique, comme c'est le cas chaque fois dans cette émission, dans cette guerre économique. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'intelligence du monde pour la troisième et dernière partie de cette émission. Alors cette partie va être consacrée, professeur Bounou-Fouda, à l'Afrique dans la guerre économique. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'avoir la monnaie unique africaine qui serait la concurrente du dollar dans les années à venir, Idriss Lynch et vous-même, vous ne vous êtes pas empêché de rire, je n'ai pas envie de dire aux éclats, parce que ça vous paraît peut-être assez surréaliste. Mais est-ce que ce n'est pas là justement le problème dont souffre le continent africain? Idriss, avant qu'on ne prenne la pause, parlait notamment de prendre de courage, d'oser, parce que la différence, à mon sens, c'est que c'est bon? On dirait qu'il y a une baisse de tension, ouais. Val?
Vous voyez le type de problème auquel on est encore C'est terrible. confronté. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas... Vous dites qu'il faut aller compétir. Non, et pourtant, c'est des détails. Hein. Non, mais c'est plus que les C'est détails. des détails dont l'incidence est grande. Oui, mais Moi, j'ai pris un exemple dans l'une de mes chroniques parlant du Niger, qui est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Bon, on en avait parlé ici. Mais il n'y a tu te pas rappelles. d'énergie. Mais pas du tout. On y va, OK. Oui. De retour, Madame, Monsieur, sur le plateau de l'Intelligence du Monde pour la troisième et dernière partie de cette émission qui, elle, sera consacrée exclusivement à l'Afrique, sa place dans cette guerre économique. Alors, tout à l'heure, Idriss Lynch et le professeur Bounou Fouda ont quasiment ri aux éclats quand je parlais de la probabilité ou de la possibilité que dans les années à venir, la monnaie unique africaine qu'on souhaite de tous nos voeux se retrouve en concurrence avec le dollar. Est-ce que cela ne traduit pas, professeur, le fait que les Africains sont dans une sorte, je pourrais même dire, d'obscurantisme et qu'ils refusent de croire? On est la partie du monde où on met le moins d'argent sur la recherche. Nous pensons le monde de demain, pendant que les gens pensent le monde des siècles futurs. En d'autres termes, quand nous réfléchissons à ce que nous allons faire en 2020, et ça c'est déjà un espoir de trouver des pays africains qui sont dans cette démarche, les autres sont en 2100, 2200. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? Parce que comme vous l'avez si bien dit, tout ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui sur la scène internationale et qui traduit la puissance des États-Unis et des autres, ça date des décennies qu'ils ont anticipé ce que serait le monde d'aujourd'hui. absolument. Vous l'avez très bien dit. Tout ce qu'on observe aujourd'hui, on a parlé de guerre économique, mais les instruments ou les leviers de la guerre économique existent depuis plus de 1945, au moins, tout au moins, avec la montée en puissance des États-Unis. Donc, vous savez que dès cette période, les États-Unis avaient déjà mis en place un certain nombre de leviers pour essayer de dominer le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, parlons de l'Afrique. Le problème de l'Afrique est très compliqué parce que il y a d'abord le problème de la monnaie, mais il y a le problème de la réalité économique, les industries. Il faut pouvoir avoir produit des biens et des services pour pouvoir échanger. Et c'est parce que vous échangez que vous avez besoin de la monnaie. Au début, c'était ça. Mais est-ce que les pays africains produisent? Pas vraiment. Et même lorsque ces pays produisent ou ont des industries, ce sont des industries qui appartiennent en majorité à des multinationales. Quel est l'intérêt d'une multinationale d'avoir d'utiliser une monnaie africaine? Alors qu'au bout du compte, il y a un certain nombre d'accords qui sont signés par ces pays pour le rapatriement des fonds et de leurs bénéfices. Ces multinationales n'ont aucun intérêt à utiliser la monnaie africaine. Donc le problème de l'Afrique, c'est la prise de conscience. Et j'ai parlé tantôt de volonté politique. Il faut que les politiques africaines, les politiques en tant qu'institution ou en tant qu'individu, prennent la mesure du rôle de l'Afrique dans la scène internationale. L'Afrique est riche, l'Afrique a des ressources, du pétrole, du diamant, du coltan et j'en passe. Donc l'Afrique peut être une actrice, parce que c'est au féminin, majeure sur la scène internationale. Mais on a l'impression que au moment où les autres acteurs essayent d'utiliser, de mettre en place le budget de la recherche, de mettre le budget de la recherche dans l'espace, dans la production des biens, des nouvelles technologies, nous, on se cantonne à des questions qui n'ont rien à voir avec le développement de l'Afrique. Donc, je crois qu'il faut véritablement une élite politique, mais également une élite économique. Parce qu'il ne faudrait pas une élite économique qui transforme les pays africains en une économie de bazar, où on importe les biens manufacturés pour revenir vendre. Parce mais c'est ça qui est la réalité. Oui, c'est ça qui est la réalité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une élite politique qui donne le cap en mettant en place un certain nombre de dispositions réglementaires pour assainir l'environnement. Et après ça, l'élite économique pourra évidemment s'enchaîner pour parler
Et ce n'est qu'après ça qu'on parlera de... Donc il faut un grand plan. Ce ne sont pas des mesures cosmétiques à gauche, à droite. Or, même ces mesures cosmétiques, on ne voit pas On trop. ne voit pas véritablement la chose. Alors, Igez Lynch, deux choses rapidement. Premièrement, on a été d'accord sur ce plateau lors des émissions précédentes qu'il faut de moins en moins parler de l'Afrique comme étant un bloc monolithique. Parler peut-être des Afriques, parce que entre ce qui se fait au Maroc, qui se fait en Afrique du Sud, qui se fait au Rwanda ou en Éthiopie, et ce qui se fait en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Cameroun, au Tchad, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les livres de ces 20 dernières années, tous les spécialistes de ces 20 dernières années présentent l'Afrique comme le continent de l'avenir. Et on a l'impression que tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, et ceux qui peut-être le savent ou en ont le moins conscience, c'est paradoxalement les Africains. C'est quoi la stratégie? L'Union africaine a annoncé un plan 2063. Est-ce que quand vous lisez ce plan, vous pensez qu'on a compris de quoi il est question, qu'on a compris de quoi sera fait le monde dans 100 ans, par exemple? Déjà, avant même de répondre à la question fondamentale, que j'estime que je te donne pas ton canevas, mais tu n'as pas posé à la bonne personne et tu comprendras pourquoi. Le problème que j'ai avec beaucoup de plans de pays africains, c'est que ce sont des plans d'émergence. Et l'émergence... Encore qu'il faut pouvoir définir ce qu'on appelle l'émergence. Et même que l'émergence n'est pas... J'ai du mal à comprendre. L'émergence ne peut pas être un objectif stratégique. Parce que émerger, ça veut dire que vous voulez atteindre le même niveau que les autres. Sauf que les autres, eux, ils travaillent à aller encore plus loin. Donc on devrait peut-être penser à la convergence, puis au dépassement. Les Africains ont planifié au niveau de l'émergence. Donc rien que ce choix de stratégie future limite la capacité d'influence des pays africains. Mais non, comment faire? Je crois que c'est peut-être aux professeurs que vous auriez dû poser la question. Non, mais je vous la pose à vous. Le professeur pourra réagir. Il est professeur. Pourquoi? Parce que l'esprit de bataille, l'esprit de guerre, l'esprit de compétition, l'esprit de conquête ne peut être généralement partagé que dans les systèmes éducatifs. On apprend aux Américains qu'ils sont les meilleurs et qu'ils doivent être meilleurs pour eux-mêmes d'abord et meilleurs face aux autres. Voilà. Mais Yannick Absomonegdem, il faut bien bâtir une stratégie, on est tous d'accord. Mais il y a des préalables. On a longuement discuté dans nos précédentes émissions sur comment on fait pour l'Afrique. C'est-à-dire, il faut déjà bâtir l'Afrique. Il faut déjà qu'on arrive à comprendre qu'avec les 54 entre guillemets micro-États, même si on a des mastodontes comme la RDC, l'Afrique du Sud, l'Algérie et tout, ça reste quand même à l'échelle globale des micro-États. Est-ce que c'est avec ces 54 micro-États disparates, avec des visions totalement disparates, avec des systèmes de fonctionnement totalement disparates qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'il y a un seul pays africain pris individuellement qui peut riposter ou rivaliser toute seule dans cette guerre qui s'annonce? Parce qu'on parle depuis le début de cette émission des États-Unis, mais on a souvent tendance à oublier que les États-Unis, c'est un continent. C'est pas un pays. 6 fuseaux horaires, 54 pays. C'est un continent. On parle beaucoup de la Chine. La Chine, c'est un continent. Aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. On ne parle plus individuellement de la France ou de l'Allemagne parce que ça fait plus sens. C'est l'Union européenne et c'est un continent. Alors, l'Afrique continue à avoir des pays comme l'Érythrée, des pays comme Sao Tomé et Principe, des pays comme la Guinée équatoriale, des pays, je ne sais pas, qui ont parfois moins d'1 million d'habitants, qui ont une superficie à peine équivalente à un quartier dans certains pays. Est-ce que c'est avec ça qu'on va faire cette guerre économique? Je pense qu'on doit quand même reconsidérer les éléments de puissance. S'il y a eu des éléments de puissance traditionnels, comme la taille du territoire, la population, ça a été un fait. Mais si nous voulons nous aussi inventer notre modèle, on ne va pas rentrer automatiquement dans ces cadres. Donc, que l'Afrique soit prise globalement, ou bien par ses États pris individuellement, c'est une voie, et peu importe la voie, le plus important, c'est ce qu'on veut y mettre. Et on parle de l'Afrique comme
le continent de demain, le continent d'avenir. Mais j'ai toujours envie de poser la question, c'est à partir de quel point de vue? C'est à partir du point de vue... Non, je dis, c'est à partir du point de vue des Occidentaux. Donc, c'est leur vision stratégique. Ils voient l'Afrique comme le continent de demain, non pas par rapport pour les Africains. Non, parce que c'est le futur marché, c'est l'endroit au monde où tout est à faire. Voilà, c'est-à-dire ils voient le continent africain comme un marché de consommation. Ils voient le continent africain parce qu'il faut redistribuer peut-être les cartes dans l'occupation et dans la gestion des ressources sur ce continent-là. Ils ne voient pas l'Afrique comme le continent d'avenir par rapport à nous. Bien sûr, ce n'est pas à eux de le faire. Voilà, c'est leur vision. C'est à nous d'avoir nos propres visions. C'est quoi la vision stratégique de l'Afrique? C'est à nous maintenant d'avoir notre vision stratégique en fonction de comment nous sommes perçus par les autres et des opportunités forcément qui vont arriver parce que les autres nous perçoivent d'une certaine manière. Je crois le prof Idriss justement a dit qu'est-ce que nous faisons par rapport au fait que ces gens-là viennent par exemple chez nous lorsque les marchés structurés ont des problèmes. Qu'est-ce que nous faisons? Sachant qu'ils arrivent, il y a des opportunités forcément qui se créent. Qu'est-ce que nous faisons? J'aimerais prendre un autre exemple pour montrer en quoi il y a encore cette cécité stratégique-là. La guerre du pétrole. On a vu comment l'Arabie Saoudite, à un moment donné, a déstructuré le marché parce que l'Arabie Saoudite était en guerre économique contre l'Iran qui revenait sur la scène une fois que les sanctions internationales des États-Unis étaient levées et il fallait mettre son pétrole sur le marché. Le marché a été déstructuré, les coûts ont chuté. Mais on a vu des pays africains qui ont bu le calice jusqu'à la lie. Je ne veux pas citer la Guinée équatoriale. Le Tchad, on peut les citer, le Gabon dans une moindre mesure. Et le Congo. Voilà. Le Congo. Vous voyez donc, on a eu quasiment des États en faillite. Et on a vu la même Arabie Saoudite, au sorti de cette guerre économique, qui elle-même a laissé des pleurs, mais a compris qu'il fallait, par exemple, travailler pour sortir de la dépendance pétrolière, investir dans la recherche. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas beaucoup de ces pays, peut-être parce qu'ils sont très loin, mais vous serez impressionné de savoir toutes les stratégies de diversification menées dans les pays du Golfe. Nous exploitons... Qu'on présente toujours comme des pays pétroliers. Nous exploitons le pétrole depuis des décennies. Mais je n'ai pas l'impression que nous sommes appuyés dessus. Parfois, je me dis, peut-être faut-il oublier que nous avons des ressources naturelles et donc travailler concrètement comme des personnes qui n'ont rien. Mais Yannick, pousser notre intelligence ce que je veux savoir, jusque dans ces derniers retranchements. Ce que je vais dire, Yannick, peut-être que le professeur nous aidera après à structurer. Est-ce que finalement, ce n'est pas congénital, peut-être? Vous savez, c'est des questions, moi, qui me préoccupent. Est-ce que c'est pas... Non, est-ce que c'est pas congénital de l'Afrique après l'Égypte? L'Égypte, peut-être pas pharaonique, mais l'Égypte des sciences. Parce qu'on a connu quand même une Afrique qui se projetait... Qui était la première puissance. À un certain moment. Est-ce que nous n'avons pas gardé l'esprit de contemplation, l'esprit du secret, l'esprit de la passivité? Parce que regardez, lorsque le monde s'est effondré, au cours du dernier millénaire, c'est en Afrique qu'il est venu se ressourcer. Lorsque la lèpre a frappé les Européens et ou que les revendications sont montées en Europe et qu'ils ne pouvaient plus prendre de la ressource humaine en Europe pour aller la faire travailler aux Amériques, c'est en Afrique qu'ils sont venus trouver la force et la puissance. Et j'ai même discuté avec des gens qui sont allés jusqu'à me dire que les esclavagistes britanniques, ils sont en train de faire des recherches, auraient demandé qu'on les paye lorsqu'on demandait de libérer les esclaves. Et c'est avec l'argent de la compensation qui n'a été remboursé totalement qu'en 2015 qu'ils ont utilisé pour lancer la révolution industrielle qui positionne aujourd'hui l'Europe en avance. Est-ce que nos sociétés secrètes sont des sociétés secrètes du noir pour faire des choses bizarres, alors que les sociétés secrètes européennes, quoi qu'on dise, hein, la franc-maçonnerie, tout ce qu'on veut dire, sont les sociétés secrètes de projection, de développement. De domination. Est-ce qu'il ne faut pas... Et regardez, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, pour se ressaisir, est venue en Afrique. Avec la colonisation, signer des contrats, s'appuyer sur nos matières premières, réaliser des croissances exceptionnelles. Et le demain dont tu parles, c'est le demain de l'Afrique. Demain, c'est quoi?
Demain, c'est moins de carbone, moins de pureté de l'air dans l'atmosphère. L'Afrique abrite le plus gros bassin forestier qui va forcément capter le carbone dans l'air. Demain, c'est l'ère de l'électrique. L'Afrique contient les plus gros gisements des matières premières qui permettront l'économie de l'électrique et l'économie bleue. Mais pourquoi nous... Je pense que c'est une question d'éducation. Il faut qu'on arrête de dire... Le professeur, tu me corrigeras. Oui. Peut-être. Je te laisse peut-être me corriger sur ce point. Oui, non, je ne vais pas corriger, mais là, dans votre sens, pour dire que l'Afrique est un continent qui a du potentiel. Alors, c'est pour ça que ceux qui ont une vision à long termiste disent que l'Afrique, c'est le continent de demain. Parce que, par exemple, prenons le cas de l'économie. Il ne peut y avoir de croissance industrielle sans les ressources minières. Or, nous savons qu'en Afrique, il y a presque toutes les ressources minières. Donc, lorsque les autres pays qui regardent l'Afrique avec autant de disponibilité disent « voilà un continent qui a des ressources ». Et ces autres pays ont besoin de l'Afrique. Alors, le problème de l'Afrique, c'est quoi le problème de l'Afrique? Selon moi, c'est l'éducation. Il faut d'abord une autonomisation de la réflexion. On ne doit plus regarder en se projetant. Mais ça fait plaisir que vous le dites, professeur, oui. mais quand on voit comment on enseigne dans nos universités, que ce soit même à l'université de Yaoundé 2, que vous connaissez et que je connais un peu, aujourd'hui, les thèses de doctorat, et Dieu sait qu'on en a tous été victimes, on pense qu'on a fait la meilleure thèse quand on a cité le plus grand nombre d'auteurs dont on ne connaît même pas l'histoire. C'est-à-dire que vous travaillez sur un sujet typique du Cameroun, mais vous êtes contraint d'aller citer des auteurs qui ont écrit en 1800 sur des choses qui n'ont rien à voir. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je parle d'une autonomie de la réflexion. Ouais. Et il faut qu'on investisse dans la recherche. Parce qu'il n'aura pas de problème, le professeur. Il n'y aura pas d'autonomisation ou d'autonomie dans la recherche, dans la réflexion, s'il n'y a pas de recherche. Effectivement. Prenons un cas, et je crois que Idriss l'a parlé, l'a effleuré, les processus de développement en Afrique. Vous vous rendez compte que les processus sont inspirés de l'extérieur. Lorsqu'on parle des plans, pour commencer récemment, les plans d'ajustement structurel, c'est le plan d'ajustement structurel édicté par le FMI. Tous les pays, la majorité des pays africains sont passés là. Après, on est passé à une autre étape des FRPE. Non, avant le PPTE qui fait partie justement des... le PPTE est un ensemble global, mais qui inclut d'autres étapes, les stratégies de réduction de la pauvreté. Tous les pays sont passés par là, dans le cadre du PPTE. Après, il y a les DSE, les documents de stratégie de la croissance. Tous les pays, ce que je cite, c'est tous les pays ont chacun une stratégie de réduction de la pauvreté. Au Cameroun, on l'a appelé DSRP. C'est ça. Après, il y a, comme je l'ai dit tantôt, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Après, il y a le plan d'émergence. Tous les pays en ont le plan d'émergence, mais inspiré de l'extérieur, inspiré par les institutions financières internationales. Mais quelle est la réflexion? Est-ce qu'on s'est posé un seul instant la question de savoir quel est le contenu en termes de possibilités, en termes de disponibilité? Non. Mais on nous dit, définissez votre politique, vous serez émergent en 2020, en 2035. Alors vous dites, oui, je serai émergent en 2035. Mais quelle est la stratégie réelle? C'est quoi d'abord être émergent? Moi, j'ai du mal. Oui, bon, il faut bien qu'on nous explique déjà ce que c'est que ce concept. L'émergence du point de vue théorique... Il y a des pays qui l'ont annoncé et on se rend bien compte qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est. Non, l'émergence du point de vue théorique, on peut contester. Hein, on peut contester l'émergence du point de vue théorique, émergence économique. C'est un phénomène, lorsque vous avez une croissance rapide, avec un certain nombre, croissance économique rapide, avec un certain nombre d'indicateurs. Indicateurs, production industrielle, réduction de la pauvreté, réduction de la pauvreté et réduction de la corruption. C'est cela qu'on appelle indicateur. Lorsque vous... En fait, l'émergence est considérée comme une étape intermédiaire vers le développement économique. Donc, lorsqu'on prend le cas, par exemple, de la Turquie, qui est souvent considéré comme un pays émergent, donc on voit à peu près un ensemble d'indicateurs. Donc, l'émergence est un objectif. Donc, je ne peux pas contester du point de vue théorique l'existence de l'émergence. Mais est-ce qu'on a mis en place, par rapport à nos capacités, une stratégie? Ou alors c'est un concept qu'on introduit juste pour faire
plaisir Bien sûr, c'est de ça qu'il est aux question. institutions internationales. Vous parlez au conditionnel, moi je parle à l'affirmatif. Vous savez, en tant que chercheur, il existe la réserve d'un chercheur. Oui, hein. bon. Et c'est la même chose que je pourrais aller dans le même sens en évoquant la question de la zone de libre-échange continentale. On en a parlé également. Comment peut-on être à la zone de libre-échange continentale si on ne respecte pas un certain nombre de prérequis et d'étapes et dictées même par la théorie? Vous savez, en Afrique, je vois qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on parle des chercheurs ou des universités avec beaucoup de condescendance. Ouais. Alors qu'il y a la théorie. La théorie, la théorie prélève des études effectuées par des auteurs à partir d'un certain nombre de constats. Et c'est là où on aboutit à une théorie. Et Abdallah Belassa qui a parlé, par exemple, du processus d'intégration, qui a parlé de la zone de libre-échange, la zone d'échange préférentiel, la zone de libre-échange, l'union économique, le marché commun, et puis l'union politique. Alors, nous, en Afrique, on se retrouve immédiatement dans la zone de libre-échange. Qu'est-ce qu'on a fait de la zone d'échange préférentiel pour voir les habitudes? Où est-ce qu'on peut commercer? On peut commercer dans quel produit? Où est-ce qu'on est, vous êtes meilleur, moi je suis pas bon. Mais sauf que notre zone de libre-échange a quelque chose de sibylline. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de la zone de libre-échange des protocoles additionnels pour l'échange des personnes, enfin pour la libre circulation des personnes. Comment peut-on se retrouver à la zone, au niveau du marché commun sans avoir respecté un certain nombre d'éléments? Même chose dans le cadre. Si on l'applique au niveau de la zone CEMAC, on se retrouve au niveau de l'Union avec une monnaie commune, mais sans avoir traversé les autres étapes. Et on est surpris de l'échec. Donc, à un moment donné, il faut que les Africains, il faut que nous, les Africains, et c'est très difficile, ça je suis d'accord avec vous, il faut que nous, les Africains, qu'on accepte et qu'on mette en place les études qui peuvent permettre une forme d'autonomisation de la réflexion. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que lorsque vous êtes un chercheur africain et que vous voulez publier dans une revue internationale, vous avez des difficultés. Oui, c'est ça la puissance, c'est ça l'influence. Vous êtes jugé sur la base des revues internationales. Nous avons fait les études dans 16 universités françaises et américaines, où on a parfois été les meilleurs. Mais vous vous rendez compte qu'à un moment donné, ceux qui ont été parfois même vos étudiants et qui sont restés là-bas, publient plus que vous. Et vous avez des difficultés à publier. Et du coup, votre réflexion. Mais dans votre système éducatif, on va vous juger par rapport à vos publications dans les. C'est ça le drame. Donc, c'est parce que c'est jugé par rapport aux revues d'ailleurs. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est la réalité, c'est le contexte, on n'y peut rien. Et c'est là où. Non, on y peut beaucoup de choses. Oui, déjà, le fait d'en parler comme on le fait, c'est un bon début. Et je pense que ceux qui nous regardent. Je pense qu'il y a un besoin d'une étude de base. Ouais. Parce que le développement de l'Afrique doit être bien compris. Déjà, il faut qu'on en arrive à un consensus académique et même de l'opinion publique globale sur c'est quoi l'Afrique. C'est vrai que tu vois ça comme un ensemble morcelé, mais peut-être parce que j'ai la chance de voyager dans le cadre de mon travail, je vois l'Afrique comme un tout. Et je rappelle toujours que les difficultés, il y en a beaucoup. D'Addis Abeba, qui n'est pas encore à l'est de l'Afrique, jusqu'à Nouakchott, c'est 9 heures de vol à 1000 km/h. Donc vous pouvez imaginer un peu l'étendue oui, en termes, même si on veut parler infrastructure. Oui. Et la question qu'on doit se poser à partir de ce moment, comment ferons-nous pour rapprocher ces deux pôles situés à 9 heures de vol? Je ne connais aucun continent où des pôles dans la même zone géographique sont séparés par 9 heures de vol. De Casablanca jusqu'au Cape Town en Afrique du Sud, c'est 10 heures, voire 11 heures de vol, selon l'avion que vous avez pris. D'accord. Il nous reste malheureusement très peu de temps. On va conclure cette émission. Je donne la parole pour commencer à Yannick Assormonegdem. Au sorti de cette émission, qu'est-ce qu'on retient en résumé de tout ce que nous avons dit? Et après, ce sera Idriss et on laissera le soin au professeur de conclure l'émission. Yannick. Je resterai sur l'Afrique. Ouais. Pour dire que le constat, malheureusement, actuellement, c'est que l'Afrique n'est encore qu'un terrain de jeu de la guerre économique. Ce n'est encore qu'un terrain de jeu. L'Afrique n'est pas acteur, n'est pas actrice, si on veut. Et on a indiqué un certain nombre de pistes et on a beaucoup insisté sur l'éducation. Mais je crois que derrière cette éducation, il va falloir qu'on construise un consensus sur ce que nous voulons nous-mêmes.
Parce qu'au fond, si les autres considèrent l'Afrique comme une et que les Africains se considèrent comme plusieurs, cela veut peut-être dire qu'au niveau de l'Afrique, on n'a pas encore réussi à construire un consensus. Un consensus sur le modèle de société que nous voulons, un consensus sur les valeurs de cette société, un consensus sur la manière de gouverner nos sociétés. Et là, c'est peut-être très important. Parce que moi, je continue de croire que les grands pays ont eu la chance d'avoir des grands leaders. Des leaders qui avaient des visions. Des leaders qui ont pu réunir la collectivité autour des valeurs, autour des objectifs. Malheureusement, ces grands leaders-là n'ont pas émergé dans l'Afrique. Ces grands leaders-là n'ont pas ceux qui ont pris la direction de nos sociétés. Et mais il y en a quelques-uns. Moi, je veux, pour qu'on reste un peu positif, peut-être que ça n'a pas encore eu une échelle importante. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certainement plus de médiocres et de nuls. Kagame, Mohamed VI. On peut parler, et je parlerai même de quelqu'un qu'on parle très peu, c'est Seretse Khama du Botswana. C'est pour moi quelqu'un qui mérite d'être connu davantage, parce que ce qu'il a réussi à faire de son pays devrait qu'enseigner dans les écoles. Les Fadiga, par exemple. Voilà, donc... mais le drame, c'est que... Ils en existent. Je vais prendre le cas. Vous pensez que on ne sait pas au Cameroun, par exemple, ce qu'a fait Mandela? Vous pensez qu'on ne sait pas la transformation qu'il y a eu au Botswana? C'était pour dire que... C'est connu, la preuve, nous en parlons sur ce plateau. C'était pour dire quoi, Yannick? C'était pour dire qu'il faut, au sortir de cette émission, qu'on garde le fait que c'est possible. Non, je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des leaders qui ont existé en Afrique. Kwame Nkrumah en était un, les Sankara ont été des leaders. Je pose la des question, préalables. c'est l'appropriation. Et là, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est ce que le professeur disait également. Mais je pense que ça se résume en un mot, parce que je vais être obligé de vous interrompre pour qu'on avance. Je crois que ça se résume en un mot, c'est l'éducation. Parce que ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on éduque les Africains dès la maternelle, qu'on les apprenne à observer et à vouloir transformer leur environnement, au lieu de chercher à réciter des choses qui ont été écrites par d'autres, etc. Moi, je me rappelle, pour faire la même anecdote qu'Idriss, dans notre cursus au collège ou au lycée, on nous enseignait la guerre mondiale, on nous enseignait la puissance du Japon, la puissance du pays, mais on ne nous a jamais parlé de ce qui était à côté de nous. Donc, conséquence logique, nous, on fait partie d'une génération qui connaissons mieux la géographie de la France que celle de l'Afrique. Donc, Idriss, pour son mot de fin. Non, je pense qu'on est parti des États-Unis. Effectivement, Yannick, tu as raison. C'est parce qu'il y a un consensus aujourd'hui aux États-Unis qu'ils sont devenus une puissance. Parce que l'Amérique n'a pas toujours été une puissance. Et il y a un consensus qui a fabriqué même ce leadership dont tu parles. Parce que s'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de leadership. Et il a raison, Jules, bien qu'il soit modérateur, pas débatteur, ce consensus ne peut être bâti. Et là, nous appelons nos téléspectateurs à garder cette image positive. Parce que les Africains se préoccupent trop de la France, des Amériques. Ils se plaignent, on se victimise beaucoup. Arrêtons de nous victimiser. Moi, j'ai arrêté de me victimiser. Moi, j'ai appris la finance africaine et j'essaye de dispenser au mieux les connaissances de la finance que j'ai en y mettant la réalité africaine. Que chacun de nous, dans son domaine, éduque dans son environnement. Que les systèmes gouvernants éduquent dans le sens du consensus. Et lorsqu'on aura peut-être ce petit consensus, on pourra mener la guerre contre les autres. Merci beaucoup, professeur, pour terminer. Alors, j'ai coutume de dire, j'aime parler des États-Unis pour parler de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe les États-Unis, on a l'impression de voir l'Afrique. On a l'impression de voir l'Afrique parce que vous avez un pays continent. Vous avez un pays fragmenté, entre guillemets, par des identités culturelles, linguistiques. Il y a plusieurs langues aux États-Unis. Bien sûr. Ethniques, parce qu'il y a plusieurs types. Vous avez les Africains, vous avez les hispanophones. Non, je n'ai pas envie d'utiliser hispanophones parce que vous avez les Indiens. Oui. D'abord les Indiens. Les Indiens. Donc vous avez un continent fragmenté du point de vue ethnique, du point de vue religieux, du point de vue culturel. Mais voilà un continent qui a dépassé toutes ces particularités. Parce que les particularités ne doivent pas être source de conflit. Les particularités doivent être une source de développement. Et c'est ce que j'invite l'Afrique et tous les Africains à considérer que les particularités qui ont été, même aux États-Unis, la guerre de sécession, qui ont été une source de conflit. Mais il ne faudrait pas qu'on passe par des conflits, au même titre que les États-Unis. Il faudrait qu'on traverse, qu'on saute l'étape et qu'on
n'apprennent des États-Unis. Parce qu'en regardant ce que les États-Unis, on va gagner sur le temps. Nous sommes un continent riche au même titre que les États-Unis. Les États-Unis ont du pétrole. Bien sûr, diamants, on n'en parle pas souvent, mais on n'en parle pas assez. C'est l'une des plus grandes C'est réserves. l'une des plus grandes réserves du monde. Donc, je pense que le continent africain doit s'inspirer des États-Unis. Et c'est en s'inspirant et en constatant que les particularismes ne doivent pas être une source de conflit, mais une source d'enrichissement, je crois que l'Afrique gagnerait. Et cela, l'Afrique gagnerait uniquement par l'éducation. Merci beaucoup à tous les quatre. Je remercie Idriss Lynch de l'agence Ecofin, Yannick Assomon-Negdem du quotidien Le Jour au Cameroun et le professeur Bounou Fouda de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, enseignant-chercheur à l'Université Niamey. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir été fidèle au rendez-vous. Restons connectés et parlons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette édition de l'Intelligence du Monde. Nous poursuivrons la série sur la guerre économique. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.